À la cérémonie de mariage de ma fille, elle a attrapé le microphone et a dit: « J'ai toujours détesté notre nom de famille. J'ai honte d'être sa fille. Mais enfants ne le porteront jamais. » Tout le monde a ri. Mais elle ne savait pas que ce nom venait de millionnaires. La même semaine, j'ai hérité de 20 millions de dollars. Je suis resté figé à la table d'honneur, ma flûte à champagne en cristal à mi-chemin de mes lèvres tandis que les mots de ma fille résonnaient dans la salle de bal. Les 300 invités, principalement la famille et les amis aisés de Craig, ont tressailli d'inconfort. Quelques-uns ont eu un hoquet. Les autres ont ri comme si Beverly avait fait une charmante blague au lieu de me rabaisser publiquement. Pour enfin devenir une Hamilton, a-t-elle poursuivi. Sa robe de créateur blanche scintillant sous la lumière du lustre, et laissé couper derrière pour toujours. Elle a levé son verre vers son nouveau mari, qui ne souriait pas. Le visage de Craig s'était immobilisé, ses yeux d'ardent entre Beverly et moi avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Inquiétude, embarras, révélation. J'ai forcé mes lèvres à un sourire que j'espérais ressemblant et j'ai levé mon verre mécaniquement. 36 ans. D'instinct maternel, protéger Beverly, ne jamais faire de scène, tout sacrifier. Pour son bonheur, longtemps porté sur la douleur déchirante dans ma poitrine. Le toast a continué. Le moment est passé. L'organisatrice de mariage a fait signe à l'orchestre de commencer à jouer. Mais la blessure est restée à vif et exposée. Comme une brûlure au 3e degré qui n'avait pas encore commencé à faire mal. Parce que les terminaisons nerveuses étaient trop endommagées pour enregistrer la douleur. Marion, une main douce a touché mon bras. La mère de Craig, Elizabeth Hamilton, s'est penchée vers moi, ses boucles d'oreilles en diamant captant la lumière. Je suis tellement désolé. C'était inapproprié. La gentillesse dans sa voix a failli briser mon calme. J'avais passé des mois à craindre que les Hamilton, avec leur fortune hôtelière et 5 générations de richesse, ne me méprisent, moi, une mère célibataire qui avait travaillé comme assistante administrative toute sa vie. Au lieu de cela, ils m'avaient chaleureusement accueilli, tandis que ma propre fille venait de me dénoncer pour s'attirer les faveurs de son nouveau cercle social. Beverly est juste excitée à l'idée de commencer sa nouvelle vie, et je dis automatiquement, les mêmes excuses que je faisais depuis qu'elle était adolescente, embarrassée par notre modeste maison et ma voiture pratique. Les yeux parfaitement fardés d'Elizabeth se sont légèrement rétrécis. C'est très gracieux de votre part. La réception a continué dans un flou. J'ai souri pour les photos. J'ai remercié les invités d'être venus. J'ai fait semblant de ne pas remarquer les regards de pitié ou les conversations chuchotées qui s'arrêtaient quand j'approchais. À travers tout cela, Beverly flottait dans la salle de bal dans sa robe de créateur, ne croisant jamais mon regard. Ce n'est que tôt le matin, seul dans ma chambre d'hôtel, que je me suis enfin autorisé à pleurer. Des sanglots profonds et déchirants qui venaient de quelque part sous l'humiliation. C'était du chagrin. J'ai réalisé que je pleurais la fille que je pensais avoir élevée. Les valeurs que je pensais avoir inculquées, la relation que je pensais que nous avions. J'étais tombé enceinte de Beverly à 17 ans, terrifié, abandonné par son père, mais déterminé à créer une bonne vie pour mon enfant. Mes propres parents m'avaient entièrement soutenu, surtout mon père. Papa avait fait des doubles équipes comme mécanicien pour m'aider à terminer le lycée tout en m'occupant d'un nourrisson. Il gardait Beverly pour que je puisse suivre des cours du soir au collège communautaire. Il avait réparé ma vieille voiture à plusieurs reprises pour que je puisse me rendre à mes 2 emplois afin de payer les cours de danse de Beverly, ses voyages scolaires, et finalement ses frais d'université. Éducation et travail acharné, disait toujours papa, ce sont les seules choses que personne ne peut jamais vous enlever, Marion. Il est décédé quand Beverly avait 12 ans, un homme discret et sans prétention qui
Lisait voracement malgré avoir quitté l'école après la 8e année. Beverly l'avait à peine connue, déjà trop préoccupée à essayer de se lier d'amitié avec les filles riches de l'école privée que j'avais tout sacrifié pour lui offrir. Le lendemain du mariage, j'ai quitté l'hôtel tôt, évitant le brunch d'adieu. Je ne pouvais pas supporter de voir Beverly et Craig partir pour leur lune de miel. De 3 semaines en Méditerranée, pas avec ces mots résonnant encore dans mes oreilles. Je suis rentré chez moi, dans mon modeste bungalow de 2 chambres. La maison où j'avais élevé Beverly seule, travaillant des heures supplémentaires. Pour payer le prêt immobilier tout en consacrant chaque dollar disponible à son éducation et à ses opportunités. La maison qu'elle avait été si impatiente de quitter. Le voyant du message de mon répondeur clignotait, probablement des invités du mariage ou des proches appelant pour prendre de mes nouvelles. Je l'ai ignoré, trop épuisé émotionnellement pour parler à qui que ce soit. 3 jours se sont écoulés dans un brouillard. J'ai appelé pour me déclarer malade au travail pour la première fois en 11 ans. J'ai ignoré le téléphone. Je me suis déplacé dans ma maison vide comme un fantôme, entouré de photographies d'une fille qui avait honte de moi. Le 4e jour, la sonnette a retenti. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose, peut-être des années de vie adulte responsable, m'a poussé à me lever. Julia Williams se tenait sur mon porche. Élégante dans son tailleur malgré la chaleur estivale, sa mallette à la main. Nous étions meilleurs amis depuis la 3e année. Elle m'avait tenu là. Main pendant l'accouchement de Beverly, m'avait aidé à étudier pour les cours du soir, avait célébré chaque petite victoire de ma maternité célibataire avec moi. Maintenant avocate à succès, elle avait assisté au mariage, mais était partie tôt pour une urgence professionnelle. « Tu as l'air terrible, a-t-elle dit brutalement, me poussant dans le salon. « Merci, ai-je répondu, fermant la porte derrière elle. « Si tu es venu prendre de mes nouvelles après le toast de Beverly, je vais bien. Je n'ai pas pu te joindre depuis des jours. » Julia a posé sa mallette sur ma table basse. Et même si nous devons absolument discuter de cet affreux étalage d'ingratitude de la part de ta fille, ce n'est pas la raison de ma venue. Quelque chose dans son ton m'a fait marquer une pause. Julia avait l'air excitée. Ses yeux avaient une luminosité que je n'avais pas vue depuis l'adolescence, lorsque nous planifions nos avenirs. Marion, j'essayais de te dire quelque chose d'important. Elle a déverrouillé ça. Mallette. Tu connais l'enquête que mon cabinet mène sur les actifs et investissements non réclamés, celle dont j'ai parlé le mois dernier. J'ai hoché la tête vaguement, me rappelant quelque chose concernant le projet de son cabinet de localiser les investissements négligés et de les restituer à leur propriétaire légitime. Nous avons trouvé quelque chose, Julia a sorti un dossier épais. Les investissements de ton père, pour être précise. Mon père. Il était mécanicien. Il n'a jamais eu d'argent à investir. Julia a souri, faisant glisser le dossier sur la table vers moi. Apparemment, c'était aussi un génie discret. En 1972, il a acheté un terrain à ce qui était alors la périphérie de la ville. Un terrain qui se trouve maintenant directement sur le chemin du nouveau développement du couloir technologique. Ma main a tremblé. En ouvrant le dossier, voyant des photocopies de titres de propriété et de contrats écrits de la main soignée de mon père. Il y a plus, a poursuivi Julia. Il a aussi acheté des actions d'une petite start-up d'informatique. En 1976, 1000 actions à $2 chacune. Cette entreprise est maintenant Velance Tech. Ma tête s'est relevée brusquement. Même moi, je connaissais Velance Tech, l'une des plus grandes corporations technologiques du monde. Marion, a dit Julia doucement, ton père t'a laissé un peu plus de 20 millions de dollars. 20 millions de dollars? Les mots me semblaient étrangers, des symboles mathématiques, plutôt qu'une somme d'argent réelle qui pourrait m'appartenir. C'est impossible.
Julia a sorti d'autres documents de sa mallette, relevés bancaires, certificats d'action, et évaluations immobilières. Les étalant sur ma table basse comme des cartes à jouer dans une partie à enjeu élevé. Le terrain seul vaut 8,3 millions avec les nouveaux plans de développement, a-t-elle expliqué, tapant sur une carte colorée. Les actions Vélance Tech, ajustées pour les divisions et les dividendes sur 45 ans, s'élèvent à environ 11,7 millions. Il y a aussi quelques investissements plus modestes qui totalisent environ 800 000 $. J'ai fixé les papiers, cherchant un signe que c'était une erreur élaborée. Mon père avait réparé des voitures pour vivre. Nous avions vécu dans une petite maison de location toute mon enfance. Maman avait travaillé comme serveuse jusqu'à ce que son arthrite devienne trop douloureuse. Nous n'avions jamais eu faim, mais le luxe était inexistant. Ma mère était-elle au courant de cela? Julia a secoué la tête. D'après la documentation, je ne crois pas. Tout était au nom de ton père. Uniquement, et il n'y a jamais touché. Pas même quand ta mère avait besoin de soins médicaux coûteux avant de décéder. Ma meilleure supposition est qu'il considérait ces investissements comme extrêmement à long terme, peut-être destinés aux générations futures. Générations futures. L'ironie m'a frappé comme un coup physique. Beverly, qui venait de renoncer publiquement à son héritage Cooper, était la future génération à laquelle mon père pensait lorsqu'il avait investi si soigneusement ses modestes économies. Quelqu'un d'autre est-il au courant de cela? Juste l'équipe de recherche d'actifs de mon cabinet, et ils sont tenus à la confidentialité. En tant que ton avocate désignée, j'ai été autorisé à t'informer directement. Je me suis levé du canapé, ayant besoin de bouger alors que les pensées défilaient dans mon esprit. Par la fenêtre du salon, je pouvais voir Madame Abernathy promener son teckel devant ma pelouse légèrement envahie. La même vue que j'avais eue pendant 26 ans, la même vie ordinaire que Beverly avait trouvée si honteuse. Le nom Cooper qu'elle est si désespérée d'échapper, ai-je dit doucement, représente 20 millions de $. Julia m'a regardé attentivement. À quoi penses-tu, Marion? À quoi pensais-je? La question a débloqué un flot d'émotions que je ne pouvais pas immédiatement démêler. Choc, justification, amertume, et quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à la liberté. Je pense à Barcelone, ai-je dit, me surprenant moi-même. Julia a haussé les sourcils. Barcelone? Tu te souviens, au collège communautaire, ce cours d'architecture que j'adorais? Le professeur montrait des diapositives des bâtiments de Gaudí, et je me suis promis un jour de les voir en personne. Je me souviens que tu faisais des doubles équipes à l'hôpital à l'époque et Beverly a été acceptée à ce programme de danse d'été d'élite la même semaine. La compte était due immédiatement. J'ai haussé les épaules. Barcelone a été rangé avec tous mes autres rêves d'un jour. Des rêves que j'avais rangés un par un pour créer des opportunités pour Beverly. Le diplôme d'architecture que j'avais abandonné pour un emploi administratif fiable. Avec une meilleure assurance maladie. Le fonds de voyage qui est devenu les frais de scolarité de l'école privée de Beverly. Le petit atelier de poterie que j'avais espéré ouvrir et qui a plutôt financé la garde-robe de créateur de Beverly quand elle a insisté qu'elle était ostracisée pour porter des vêtements de pauvre. Tu pourrais aller à Barcelone demain si tu voulais, a fait remarquer Julia. Tu pourrais y acheter une maison. La possibilité planait dans l'air entre nous, presque trop énorme pour être envisagée. Beverly et Craig ne rentreront pas de leur lune de miel avant 2 semaines et demie. Ai-je dit lentement, des idées commençant à se cristalliser. Ils sont sûrs. Cette croisière méditerranéenne que ses parents leur ont offerte et j'ai besoin de temps pour réfléchir à ce que cela signifie, à ce que je veux faire. J'ai désigné les documents étalés sur la table. Toutes ces années, j'ai cru
Que j'étais juste une mère célibataire de la classe ouvrière qui avait eu de la chance avec un enfant en bonne santé et intelligent. Maintenant, je découvre que je suis millionnaire. Tu es millionnaire depuis des années, a corrigé Julia. Tu ne le savais juste pas. J'ai ramassé un certificat d'action avec le nom de mon père dessus. Thomas James Cooper, un homme calme, réfléchi, qui lisait des livres de bibliothèque par douzaines et m'a appris à changer mon propre huile. Qui m'a dit quand mon petit ami de lycée m'a abandonné après avoir appris que j'étais enceinte, la famille te soutient quand la vie devient difficile. Beverly ne sait pas encore, ai-je dit. La réalisation m'envahissant pleinement. Personne ne sait, sauf toi et moi. Quelque chose a dû transparaître dans mon expression car Julia s'est penchée en avant. Marion. Quoi que tu penses, rappelle-toi que légalement, cet argent est entièrement le tien. Ton père t'a tout laissé directement, pas à Beverly. Je sais. J'ai posé le certificat soigneusement et pour la première fois de ma vie, je vais prendre une décision basée uniquement sur ce que je veux. Le lendemain matin, je me suis retrouvé assise en face de Monsieur Phillips à la First National Bank, ouvrant de nouveaux comptes et organisant le transfert de mes actifs nouvellement découverts. Julia m'accompagnait, guidant habilement le processus, pour s'assurer que tout était correctement documenté et sécurisé. Madame Cooper, c'est une somme assez substantielle, a remarqué Monsieur Phillips, améliorant clairement son traitement envers moi à chaque zéro ajouté à ma fortune nette. Nous serions ravis d'organiser une rencontre avec notre équipe de gestion de patrimoine à votre convenance. Ce serait bien, mais pas immédiatement, ai-je répondu. J'ai d'autres projets pour les prochaines semaines. Ces plans se sont concrétisés dès mon retour à la maison. J'ai réservé un billet aller simple pour Barcelone, départ dans 3 jours. J'ai contacté un agent immobilier pour mettre ma maison en vente, la maison où j'avais élevé Beverly, l'adresse qu'elle avait été embarrassée de donner à ses amis. J'ai passé les 2 jours suivants à trier 36 ans de ma vie. La plupart iraient au stockage. Une partie serait donnée. Très peu semblaient valoir la peine d'être gardés, ce qui était une réalisation éclairante en soi. L'indemnité de départ pour mon emploi, où j'avais travaillé pendant 17 ans avec une seule promotion, a été traitée avec une efficacité surprenante une fois que j'ai expliqué que je partais avec effet immédiat. Le 3e matin, alors que le taxi attendait dehors pour me conduire à l'aéroport, j'ai composé un court email à Beverly, programmé pour être livré une semaine après son retour de lune de miel. Beverly, quand tu liras ceci, je serai à Barcelone, commençant un voyage que j'ai reporté depuis trop longtemps. La maison a été vendue. Mon numéro de téléphone a changé. Si tu as besoin de me joindre, Julia a mes coordonnées. À ton mariage, tu as exprimé clairement tes sentiments concernant le fait d'être une Cooper. Ce que tu ne savais pas, c'est que la même semaine où tu as rejeté ton héritage, j'ai découvert que ton grand-père m'a laissé un héritage substantiel. Le nom dont tu as si honte vient avec un héritage que tu n'as jamais imaginé. J'ai soutenu tes choix pendant 36 ans. Maintenant, je fais les miens. Maman. Je n'ai pas mentionné le montant exact. Je n'en avais pas besoin. Beverly avait toujours été excellente en calcul mathématique, surtout quand il s'agissait d'argent. Tandis que l'avion décollait du sol américain. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des décennies. La légèreté de la possibilité, non entachée par l'obligation. Pour la première fois. Depuis que j'avais vu ces 2 lignes roses sur un test de grossesse à 17 ans. Mon avenir m'appartenait entièrement. Barcelone en juin était tout ce que j'avais imaginé et plus encore. Le soleil méditerranéen baignait les chefs-d'œuvre d'Anthony Gaudí d'une lumière dorée qui rendait la façade de pierre ondulante presque vivante. Debout devant la Sagrada Familia le 3e
Jour de mon séjour dans la ville, j'ai senti des larmes monter, non seulement pour la beauté époustouflante de la basilique, mais pour le simple fait que j'étais réellement ici, la voyant de mes propres yeux. Magnifique, n'est-ce pas? Une femme de mon âge aux cheveux foncés avec une mèche argentée m'a souri. Son accent était britannique. Peu importe le nombre de photographies que vous avez vues, rien ne vous prépare à la réalité. C'est comme s'il avait construit un rêve, ai-je répondu, essuyant mes yeux sans m'excuser. Première fois à Barcelone. Première fois n'importe où, vraiment, ai-je admis. J'ai attendu toute ma vie pour cela. Elle s'est présentée comme Diana, une professeure d'art à la retraite de Londres qui passait 3 mois à Barcelone. Chaque été. Quand elle a appris que je restais indéfiniment sans plan fixe. Elle a insisté pour me montrer son Barcelone, les petits cafés où les locaux se réunissaient, les cours cachés que les touristes manquaient souvent, les meilleurs moments pour visiter les sites populaires afin d'éviter les foules. Après une semaine de conseils experts de Diana, je me suis retrouvé assis sur la terrasse d'un petit appartement que j'avais impulsivement loué pour 3 mois, sirotant du vin local et regardant le coucher de soleil peindre la ville dans des nuances d'ambre. Mon téléphone, un nouveau numéro, un nouveau départ, a sonné avec un message de Julia. Beverly a reçu ton email hier. Elle a appelé mon bureau 4 fois. Craig a appelé une fois séparément. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? J'ai examiné la question attentivement. Dans mon ancienne vie, j'aurais immédiatement appelé Beverly, m'aurais excusé de l'avoir contrarié et aurait fourni des explications détaillées pour apaiser ses inquiétudes. Cet instinct d'apaiser, d'accommoder, de faire passer ses sentiments en premier était toujours là. Une mémoire musculaire développée au cours de décennies de sacrifices maternels. Mais quelque chose avait changé en moi. La femme qui avait subi en silence l'humiliation publique au mariage de sa fille était en train de changer. Pas de se durcir exactement, mais de trouver son propre centre de gravité. Dis à Beverly que je vais bien et que je la contacterai quand je serai prête. Dis à Craig merci pour son inquiétude. La réponse de Julia est venue rapidement. D'accord. Comment va Barcelone? Je lui ai envoyé une photo de ma vue, les lumières de la ville commençaient à scintiller au crépuscule, comme un réveil après une très longue sieste. Le lendemain matin, je me suis inscrite à un cours d'histoire de l'architecture de 6 semaines axé sur le modernisme catalan. Mes camarades de classe étaient principalement des étudiants universitaires en programme d'échange et des retraités poursuivant des intérêts de longue date. À 53 ans, je me situais quelque part entre les deux, ne poursuivant pas une carrière, mais ne passant pas non plus le temps. Je découvrais une soif de connaissance qui avait été en sommeil pendant des années, enfouie sous les pressions quotidiennes de gagner sa vie et de répondre aux besoins de Beverly. Maintenant, avec la sécurité financière et aucune obligation envers personne d'autre que moi-même, mon esprit semblait s'étendre chaque jour, absorbant l'information avec une avidité presque désespérée. Vous avez un excellent œil pour les détails structurels, a commenté mon professeur après que j'ai présenté une analyse de la casa Batlló. Avez-vous déjà étudié l'architecture? Un cours au collège communautaire il y a 35 ans, ai-je répondu. Puis la vie est arrivée. Il a hoché la tête pensivement. Eh bien, peut-être que la vie se défait maintenant. Oui, créant de l'espace pour ce qui était censé être. Ces mots sont restés avec moi alors que j'étendais mes explorations au-delà de Barcelone. Les week-ends, je prenais le train pour les villes côtières voisines, mangeant des fruits de mer dans de petits restaurants où personne ne parlait anglais, et je communiquais par gestes et mon espagnol qui s'améliorait régulièrement. Je visitais les musées à mon propre rythme, m'attardant des heures devant des tableaux qui me touchaient, sautant des galeries entières qui ne le faisaient pas. Après une telle journée au musée Picasso, je suis rentré pour trouver
3 appels manqués d'un numéro international que je ne reconnaissais pas. Une notification de message vocal est apparue quelques instants plus tard. Maman? C'est moi. La voix de Beverly était tendue, soigneusement contrôlée. Julia a refusé de me donner ton numéro, ce qui est bien, mais nous devons parler de cet héritage, de ce que tu fais, de tout. Rappelle-moi. Elle n'avait pas dit. S'il te plaît. Elle n'avait pas demandé comment j'allais ou exprimer le moindre intérêt pour ma nouvelle vie. Son inquiétude était clairement l'argent, la richesse soudaine dont elle n'avait appris l'existence qu'après avoir publiquement dénoncé son lien avec elle. Je n'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai réservé un atelier de peinture de 2 semaines dans la ville côtière de Cadaqués, où Salvador Dali avait vécu et travaillé. Je ne m'étais jamais considéré comme artistique, n'avais jamais eu le temps ou les ressources pour explorer cette facette de moi-même, mais j'ai trouvé une joie inattendue à mélanger les couleurs et à apprendre à capturer la lumière sur toile. Tu es une naturelle, m'a dit l'instructeur, examinant ma marine. La façon dont tu as capturé le mouvement de l'eau. De nombreuses compétences techniques peuvent être enseignées, mais cette compréhension intuitive est rare. J'ai rougi sous l'éloge. Je profite juste du processus. Les meilleurs artistes le font. Toujours. En août, Barcelone était devenue étouffante et bondée de touristes. Suivant les conseils de Diana, j'ai décidé d'explorer le nord de l'Espagne. J'ai loué une voiture et j'ai traversé les paysages verdoyants des Asturies et de la Cantabrie. Dans de petits villages nichés entre montagne et mer, j'ai marché le long d'anciennes routes de pèlerinage, goûté au fromage et cidres locaux, et pratiqué mon espagnol de plus en plus confiant avec des agriculteurs et des pêcheurs qui semblaient ravis de mon intérêt pour leur mode de vie. Dans une pension de bord de mer à Santander, j'ai consulté mes emails pour la première fois en 2 semaines et j'ai trouvé un message de Craig, pas de Beverly. Marion, j'espère que ce message te trouve bien. Je m'excuse de te contacter directement, mais je voulais que tu saches que Beverly a du mal avec ton absence. Bien que je ne puisse et ne veuille pas excuser son comportement à notre mariage, je crois qu'elle regrette sincèrement ces mots, bien que l'orgueil rende cela difficile pour elle à admettre. Sur une note personnelle, je tiens à te remercier pour la grâce dont tu as fait preuve ce soir-là. Tu as élevé une fille avec de nombreuses qualités merveilleuses, et je vois ton influence dans les meilleures parties d'elle. Pas de réponse nécessaire. Sache juste que lorsque tu seras prête à te reconnecter, il y aura des cœurs ouverts qui t'attendent. Respectueusement, Craig. Son message m'a touché plus profondément que je ne m'y attendais. Il n'y avait aucune mention d'argent. Aucune allusion subtile à l'héritage, juste une connexion humaine, une reconnaissance de la douleur et un respect de mes limites. Peut-être l'avais-je mal jugé, supposant que sa richesse le rendait aussi soucieux de son statut que Beverly. Cette nuit-là, assise sur un petit balcon surplombant la baie de Biscaye, je me suis surprise à réfléchir à la femme que je devenais. 3 mois. Loin de mon ancienne vie m'avait changé d'une manière que je commençais à peine à comprendre. J'étais plus confiante, plus curieuse, plus prête à prendre ma place dans le monde sans excuses constantes. Pourtant, l'email de Craig avait remué autre chose, un rappel que la guérison ne concernait pas seulement la distance géographique ou une liberté retrouvée. À un moment donné, je devrais affronter directement la relation avec ma fille pour décider quelle place elle aurait dans ma nouvelle vie, mais pas encore. Pas avant de savoir avec une clarté absolue qui était Marion Cooper quand elle n'était pas définie par le fait d'être la mère de Beverly. Cette femme était encore en train d'émerger, trouvant encore sa voix après des décennies de silence. Et je lui devais le temps et l'espace de s'épanouir pleinement. L'automne est arrivé, peignant la campagne espagnole de roux et d'or. Ma location d'appartement de 3 mois. Barcelone s'était étendue à 6 mois, puis transformée en un arrangement plus
permanent lorsque j'ai trouvé un appartement ensoleillé de 2 chambres dans le quartier de Gracia. Je l'avais meublé lentement, choisissant chaque pièce avec un soin délibéré, le bureau ancien positionné près de la fenêtre, les bibliothèques fabriquées localement se remplissant déjà de volumes d'architecture et de livres d'art. Le canapé confortable où je passais maintenant mes soirées à dessiner ou à lire au lieu de regarder la télévision. Par une matinée fraîche de novembre, alors que je sirotais un café sur ma petite terrasse, mon téléphone a sonné avec le numéro familier de Julia. « Tu es parti. Depuis 5 mois, a-t-elle dit sans préambule. Beverly m'a appelé 17 fois. Bonjour à toi aussi, ai-je répondu, regardant une vieille femme étendre du linge sur le balcon d'en face. Comment vont les choses dans le monde réel? C'est de cela que je t'appelle. Ton monde réel a besoin d'attention, Marion. Il y a des décisions qui nécessitent ton avis. J'ai soupiré, sachant qu'elle avait raison. Pendant que je me redécouvrais en Espagne, la vie avait continué. Chez moi. L'argent de la vente de ma maison reposait sur un compte, intact. L'essentiel de mon héritage restait dans les investissements que mon père avait si sagement choisis, gérés maintenant par des conseillers financiers que Julia m'avait aidé à sélectionner. J'avais vécu confortablement mais modestement sur une petite partie des dividendes, hésitant à prendre des décisions majeures. Concernant le capital. Qu'est-ce qui nécessite spécifiquement mon attention? Le conseil d'administration de Valence Tech votera sur une acquisition importante le mois prochain. En tant qu'actionnaire majeur, tu devrais avoir ton mot à dire. Les promoteurs immobiliers veulent l'approbation finale des plans pour le terrain de ton père. Et elle a hésité brièvement. Beverly est enceinte. La dernière nouvelle m'a frappé avec une force inattendue. J'allais être grand-mère. La continuation d'une lignée que Beverly avait publiquement rejetée. De combien de mois est-elle? Environ 4 mois, selon Craig. C'est lui qui me l'a dit, en fait. Il pensait que tu devrais savoir. Donc Beverly n'avait pas voulu me le dire elle-même ou peut-être ne savait pas comment me joindre puisque j'avais maintenu mes distances malgré le fait de savoir que Julia pouvait nous mettre en contact si je le souhaitais. Quoi qu'il en soit, la nouvelle a créé un enchevêtrement complexe d'émotions, joie, tristesse, mélancolie, et un étrange sentiment de la progression implacable du temps. Merci de me l'avoir fait savoir. J'ai regardé un couple d'oiseaux se poser sur la balustrade de ma terrasse, intrépides dans leur proximité avec les humains après des générations de vie urbaine. Je réserverai un vol pour la maison la semaine prochaine, juste pour une courte visite afin de régler les affaires. Et Beverly, j'ai hésité. Je la verrai si elle veut me voir, mais Julia, je ne déménage pas définitivement. Ma vie est ici maintenant. Après avoir mis fin à l'appel, je suis restée assise longtemps, contemplant le changement qui s'était produit en moi. 6 mois auparavant, la nouvelle de la grossesse de Beverly m'aurait fait rentrer immédiatement à la maison, impatiente de la soutenir, de reprendre le rôle familier de mère qui se sacrifie. Maintenant, si je ressentais un bonheur sincère pour le bébé, je reconnaissais aussi que Beverly était une adulte avec un mari et ses propres ressources. Ma présence n'était pas essentielle à son bien-être, et maintenir mon propre bien-être était enfin devenu une priorité. Le vol de retour vers les États-Unis a eu l'impression de remonter le temps. Tandis que l'avion descendait vers un territoire familier, j'ai étudié mon reflet dans la petite fenêtre. Le même visage, mais en quelque sorte différent. Mes cheveux, autrefois soigneusement colorés pour cacher les gris, montraient maintenant des mèches argentées distinguées. Mes vêtements, autrefois choisis pour leur praticité et leur modestie, reflétaient maintenant un style personnel en développement, des foulards élégants, des couleurs vives, des pièces confortables mais bien coupées, qui convenaient à ma silhouette encore svelte. Julia m'a rencontré à l'aéroport, m'embrassant chaleureusement avant de reculer pour m'examiner d'un œil critique. L'Europe te réussit,
a-t-elle déclaré. Tu as l'air 10 ans. Plus jeune. Je le ressens, ai-je admis en marchant vers sa voiture. Être invisible me vieillissait. Elle a hoché la tête avec compréhension. Je t'ai réservé au Westfield Hotel en centre-ville. Tes rendez-vous avec l'équipe financière et les promoteurs sont prévus pour demain et jeudi. Et elle m'a regardé de côté. Craig a appelé quand je lui ai dit que tu venais. Lui et Beverly aimerait te voir. J'ai pris une profonde inspiration. A-t-il dit. Pourquoi? Juste que c'est important pour Beverly. Elle a une grossesse difficile. Rien de dangereux, a-t-elle ajouté rapidement, voyant mon alarme. Juste inconfortable. Nausée matinale, fatigue. Je me suis souvenu de ces jours trop bien. 17 ans, terrifié, violemment malade tous les matins avant l'école. Mon père me tenait les cheveux en arrière, m'apportait des toasts secs et du ginger ale, me conduisait à l'école quand j'étais trop étourdi pour marcher les 6 pâtés de maison. Personne ne l'avait fait pour moi parce que le père de Beverly était censé le faire, et il avait disparu au moment où le test de grossesse s'était avéré positif. Je les verrai demain soir, ai-je décidé. Après les réunions d'affaires, l'hôtel était luxueux d'une manière que j'aurais trouvée intimidante auparavant. Maintenant, j'appréciais simplement les draps impeccables, le service efficace et l'excellent café du service d'étage que j'ai savouré le lendemain matin en me préparant pour mes réunions. Les conseillers financiers me traitaient avec une différence qui me semblait encore étrange. Écoutant attentivement mes questions, présentant des options sans pousser à des décisions immédiates. S'adressant à moi en tant que Madame Cooper avec un respect que mes anciens collègues n'avaient jamais montré à l'assistante administrative qui faisait fonctionner leur bureau. Les promoteurs immobiliers étaient tout aussi empressés, décrivant diverses possibilités pour le terrain que mon père avait acheté 5 décennies plus tôt. Un développement à usage mixte était leur recommandation, des espaces commerciaux, des bureaux et des unités résidentielles avec des espaces verts importants intégrés dans tout le design. Nous pourrions nommer la place centrale d'après votre père, a suggéré l'architecte principal. Cooper Plaza a une belle sonorité. L'idée m'a fait monter des larmes inattendues aux yeux. Mon père discret et sans prétention. Commémoré dans la ville où il avait passé sa vie à réparer les véhicules des autres, sans jamais laisser deviner l'héritage qu'il construisait. Tranquillement. Il aurait aimé ça, ai-je dit doucement. Mais à une condition, je veux que 30% des unités résidentielles soient désignées comme logements abordables pour les familles de travailleurs avec des augmentations de loyers contrôlés. Les promoteurs ont échangé des regards, calculant clairement l'impact sur leur marge bénéficiaire. C'est une demande inhabituelle pour ce type de développement, a commencé l'un d'eux prudemment. Ce sont mes conditions, ai-je répondu, une nouvelle fermeté dans ma voix. Mon père a travaillé toute sa vie pour assurer la stabilité de sa famille. Je veux que son héritage offre la même stabilité aux autres. Après quelques négociations, ils ont accepté 25% d'unités abordables, ma fondation, encore à établir, mais soudainement clair dans mon esprit, subventionnant la différence pour atteindre mon objectif de 30%. J'ai quitté la réunion avec une profonde satisfaction qui n'avait rien à voir avec le gain financier et tout à voir avec l'honneur des valeurs qui m'avaient façonné. La rencontre avec Beverly et Craig, prévue à 19h. Chez eux, se profilait. Alors que mon taxi approchait de leur adresse dans un quartier exclusif, j'ai senti mes épaules se tendre, de vieilles anxiétés refaisant surface. J'ai pris une profonde inspiration, me rappelant que je n'étais plus la personne qui avait subi en silence l'humiliation publique au mariage de sa fille. J'étais Marian Cooper, une femme qui avait traversé les océans et s'était trouvée sur des rivages lointains. Quoi qu'il arrive ensuite, je l'affronterais, solidement ancré sur mes propres bases. La maison était exactement ce à quoi je m'attendais.
Une coloniale majestueuse avec un aménagement paysager parfait et un garage pour 3 voitures, situé dans une rue où chaque propriété exsudait une richesse discrète. En payant le chauffeur de taxi, j'ai remarqué Beverly qui regardait par la fenêtre, sa silhouette disparaissant à mon approche de la porte d'entrée. Craig a répondu à mon coup. Son expression un mélange attentif de chaleur et d'incertitude. Marion, merci d'être venu. Il m'a embrassé la joue, un nouveau geste entre nous, et a reculé pour me laisser entrer. Tu as l'air merveilleuse. Merci. L'Espagne m'a fait du bien. Je lui ai tendu la bouteille de vin espagnol que j'avais apporté, une petite branche d'olivier. Beverly est dans le salon. Il a légèrement baissé la voix. Elle est nerveuse, plus qu'elle ne l'admettra. Le salon était une vitrine de designer. Canapé crème, œuvre d'art de bon goût. Rien n'était déplacé. Beverly s'est levée quand je suis entré, une main posée sur son ventre légèrement arrondi. Le geste semblait inconscient, protecteur. Maman. Sa voix a légèrement vacillé. Elle semblait plus mince qu'au mariage. Malgré la grossesse. Des cernes sombres ombrageaient ses yeux, et ses cheveux, habituellement parfaits, semblaient arrangés à la hâte. Je me suis approché d'elle avec précaution, incertaine du protocole pour ce moment. Devions-nous nous embrasser, nous serrer la main, faire comme si le toast du mariage n'avait jamais eu lieu? Beverly a résolu le dilemme en éclatant soudainement en larmes. Pas les jolies larmes contrôlées qu'elle avait perfectionnées adolescente, mais des sanglots rauques et désordonnés qui la pliaient en deux. Je suis désolé. A-t-elle haleté, couvrant son visage. Stupides hormones. Craig s'est immédiatement déplacé à ses côtés, la guidant vers le canapé. Je me suis assise en face d'eux, maintenant une petite mais délibérée distance. Tu as été bien? Ai-je demandé quand ses pleurs se sont calmés, gardant un ton doux mais neutre. Beverly a hoché la tête, essuyant ses yeux avec un mouchoir que Craig lui avait tendu. Les nausées matinales sont meilleures maintenant. Le médecin dit que tout est en bonne voie pour avril. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage, puis a détourné le regard. Tu as l'air différente. Je suis différente. Un silence inconfortable a rempli la pièce. Craig l'a finalement brisé, offrant des boissons et disparaissant dans la cuisine pour nous donner un moment seul. Pourquoi ne m'as-tu pas dit, a demandé Beverly dès qu'il fut parti. À propos de l'argent de grand-père. À propos d'être. Elle a lutté avec le mot « riche ». Je ne le savais pas moi-même avant ton mariage. Mais tu le savais avant de quitter le pays. Tu aurais pu m'appeler, tout expliquer. J'ai étudié le visage de ma fille. Belle même dans la détresse. Avec des traits qui avaient toujours ressemblé plus à ceux de mon père qu'au mien. Est-ce que cela aurait eu de l'importance? Est-ce que le fait de connaître l'argent aurait changé ce que tu ressens en étant une coupère? Elle a légèrement tressailli. Ce toast était. J'avais bu du champagne. J'étais nerveuse. C'est sorti de travers. Vraiment? Où est-ce sorti exactement? Comme tu le pensais, juste pas dans un contexte où tu t'attendais à en rendre compte? Beverly a baissé les yeux sur ses mains, parfaitement manucurées, ornées de sa bague de fiançailles substantielle et de son alliance. J'ai toujours eu l'impression que nous n'appartenions pas, a-t-elle dit doucement. Comme si nous étions toujours à l'extérieur, regardant la vie que nous aurions dû avoir. Nous avons eu exactement la vie que nous étions censés avoir, ai-je répondu. Une vie bâtie sur le travail acharné, l'éducation et les valeurs auxquelles ton grand-père croyait. Le grand-père que je connaissais à peine, celui qui était apparemment secrètement millionnaire. Pendant que nous vivions dans une petite maison et que je portais des vêtements d'occasion à l'école. L'amertume dans sa voix m'a surprise. Même maintenant. Face à la réalité de l'héritage de son grand-père,
elle ne pouvait voir que ce qu'elle percevait comme une privation. Ton grand-père a fait des investissements pour l'avenir, pas pour la gratification immédiate. Il comprenait la différence entre la valeur et le prix, quelque chose que j'ai aussi essayé de t'enseigner. Craig est revenu avec un plateau de boissons, de l'eau pétillante pour Beverly, du vin pour nous. Il nous avait clairement laissé de l'espace pour naviguer dans la gêne initiale. Marion était juste en train d'expliquer la philosophie d'investissement de son père, a dit Beverly. Un léger ton acerbe dans sa voix. Craig s'est assis à côté d'elle, sa présence stable semblant la calmer. J'ai lu sur Thomas Cooper, a-t-il dit, me surprenant. Un homme fascinant, autodidacte, avant-gardiste. Il a acheté ses actions Valence Tech quand tout le monde pensait que les ordinateurs personnels n'étaient qu'une mode. J'ai souri, étrangement touché, qu'il ait pris le temps d'apprendre sur mon père. Papa lisait constamment des revues scientifiques, des magazines d'affaires, tout ce qu'il pouvait obtenir de la bibliothèque. Il disait toujours que la connaissance était le meilleur investissement. C'est pour ça que tu es allé en Espagne, a demandé Beverly. Pour la connaissance, en partie. Et en partie pour découvrir qui je suis quand je ne suis pas défini par les attentes des autres. Les yeux de Beverly se sont remplis de larmes à nouveau. Tu es parti à cause de ce que j'ai dit au mariage. Je suis parti parce qu'il était temps pour moi de donner la priorité à mes propres rêves pour une fois. Ton toast a été un catalyseur. Oui, mais ce voyage était attendu depuis longtemps. Craig s'est penché en avant, son expression sincère. Nous voulons tous les deux que tu saches que nous respectons la distance que tu as créée et que nous sommes sincèrement heureux que tu trouves l'épanouissement. Mais avec l'arrivée du bébé, il a jeté un coup d'œil à Beverly, qui a hoché la tête en signe d'encouragement. Nous espérons qu'il y aura de la place dans ta nouvelle vie. Pour une relation avec ton petit enfant. La franchise de son approche était rafraîchissante. Pas de manipulation, pas de culpabilité, juste une reconnaissance directe de la situation. J'aimerais cela, ai-je dit. Honnêtement. Mais selon de nouvelles conditions. Je ne serai pas là. Grand-mère qui existe uniquement pour fournir des services de garde d'enfants. Gratuit ou un soutien financier. J'ai ma propre vie maintenant, une vie que je ne suis pas prête à abandonner. Bien sûr, a rapidement acquiescé Craig. Beverly semblait moins certaine, me regardant avec une lassitude nouvelle. Reconnaissant peut-être que la mère qui avait toujours satisfait ses souhaits avait été remplacée par quelqu'un avec des limites fermes. Alors, tu restes vraiment en Espagne, a-t-elle demandé, de façon permanente? Pour l'instant, ça ressemble à un chez-moi d'une manière que cette ville ne l'est plus. J'ai pris une gorgée de vin, appréciant ces notes complexes. J'envisage d'acheter une petite propriété à la campagne aussi, un endroit pour peindre et jardiner. Peindre? Beverly a eu l'air vraiment confuse. Depuis quand peins-tu? Depuis août. Je ne suis pas particulièrement bonne. Encore, mais j'apprécie ça. J'ai souri, me souvenant de mes petites victoires. Avec l'aquarelle. J'apprends à faire des choses pour la joie du processus, pas seulement le résultat. Un éclair de quelque chose en envie, regret a traversé le visage de Beverly. Ça a l'air sympa. La conversation a tourné autour de sa grossesse, de la chambre d'enfant qu'il prévoyait, du travail de Craig. Des sujets familiaux normaux discutés avec une politesse qui semblait à la fois artificielle et nécessaire. Nous reconstruisions à partir de zéro, nous frayant un chemin vers quelque chose qui pourrait éventuellement devenir authentique. Tandis que la soirée tirait à sa fin, Beverly m'a accompagné à la porte pendant que Craig appelait mon taxi. Seras-tu au moins là quand le bébé viendra? A-t-elle demandé, la vulnérabilité évidente dans sa voix. J'ai touché sa joue. Doucement, le premier contact physique entre nous de toute la soirée.
Oui, je viendrai pour la naissance et je rendrai visite régulièrement, mais ma maison est à Barcelone maintenant, et l'argent, a-t-elle demandé, la question qu'elle avait clairement retenue toute la soirée. Qu'est-ce que tu fais avec l'héritage de grand-père? Je vis modestement sur une petite partie, ai-je répondu véridiquement. Le reste est investi et alloué de manière réfléchie. Je suis en train de créer une fondation au nom de ton grand-père pour offrir des opportunités éducatives aux étudiants de la classe ouvrière. Rien pour ton petit enfant? L'ancienne Beverly refaisait surface brièvement, calculatrice. Axée sur les avantages matériels. Mon petit enfant aura déjà d'énormes privilèges avec 2 parents riches. Ce que j'espère lui donner, c'est quelque chose de plus précieux, une compréhension de ses origines. L'héritage Cooper. D'éducation, de travail acharné et de prospective. Le taxi est arrivé, nous épargnant d'autres moments gênants. Alors que je me glissais sur le siège arrière, Beverly m'a appelé. Maman, comment était-il? Grand-père vraiment? J'ai souri, chaleureusement à sa première question sincère de la soirée. C'était l'homme le plus calme et le plus gentil que j'ai jamais connu, avec l'esprit le plus vif et les mains les plus fermes. Il aurait été si fier du bébé. Pour la première fois de la soirée, le sourire de Beverly a atteint ses yeux. J'aimerais en savoir plus un jour. J'aimerais aussi, ai-je répondu, le pensant. Janvier a apporté une pluie froide à Barcelone, rendant les rues de la ville glissantes et réfléchissantes. Cela ne me dérangeait pas. Après des décennies d'hivers américains du Midwest, le climat méditerranéen doux semblait un cadeau perpétuel. J'avais développé une routine de café matinal dans un petit café près de mon appartement, où le propriétaire me saluait maintenant par mon nom et se souvenait de ma préférence pour le PAN con tomate avec mon cortado. Ce matin-là, mon rituel paisible a été interrompu par un email de Julia marqué urgent. La commission d'urbanisme avait approuvé notre développement à usage mixte pour le terrain de mon père avec la composante de logement abordable intact. La construction commencerait en mars avec Cooper Plaza comme pièce maîtresse. Y étaient jointes des maquettes architecturales montrant une place publique soigneusement conçue avec des espaces verts, des bancs, et en son centre, une modeste sculpture en bronze d'un homme lisant un enfant sur ses genoux. L'artiste avait capturé l'essence de mon père à partir de photographie, ses yeux doux, la légère inclinaison de sa tête lorsqu'il écoutait attentivement. Les grandes mains capables qui pouvaient à la fois réparer des moteurs compliqués et tourner les pages délicates de mes livres d'histoire d'enfance. Les larmes ont brouillé ma vision en étudiant les images. Papa aurait été embarrassé par cette reconnaissance, mais fier de son objectif. Cooper Plaza deviendrait un lieu de rassemblement pour les familles entourées d'eux. Maison qu'elles pourraient réellement se permettre dans une ville de plus en plus chère. La deuxième partie de l'email de Julia contenait la structure finalisée de la fondation Thomas Cooper. Après des mois de planification avec des conseillers juridiques et financiers, nous avions créé une organisation qui fournirait des bourses d'études aux étudiants de la classe ouvrière poursuivant des métiers, des formations techniques ou des diplômes universitaires traditionnels. Un accent particulier serait mis sur les parents célibataires cherchant à s'instruire tout en élevant des enfants. Une reconnaissance de mon propre parcours et du soutien que mon père avait apporté. La fondation a besoin d'un directeur, avait écrit Julia. Quelqu'un ayant une compréhension personnelle de sa mission et le sens financier pour gérer les ressources de manière responsable. Réfléchis-y, Marion. J'ai marché jusqu'à la maison sous une légère pluie, contemplant cette fourche inattendue sur mon chemin. Pendant des mois, je m'étais concentré sur la redécouverte personnelle, apprendre l'espagnol, étudier l'architecture, développer mes compétences en peinture. La fondation exigerait de retourner régulièrement aux États-Unis, de collaborer avec des partenaires institutionnels, de prendre des décisions qui impacteraient
De nombreuses vies. Cela signifierait de revenir dans le monde que j'avais laissé derrière moi, quoique dans un rôle très différent. À la maison, j'ai trouvé un colis de Craig, un magnifique journal relié en cuir avec un mot expliquant que Beverly était entrée dans son 3e trimestre et qu'il commençait des cours de préparation à l'accouchement. Le journal, suggérait-il, pourrait être un endroit où je pourrais enregistrer des souvenirs ou des sagesses que je voulais partager avec ma petite fille. Sa prévenance m'a touché. Depuis ma visite en novembre, Craig avait maintenu un contact régulier. Par des emails brefs et respectueux, des nouvelles de la grossesse, des questions sur ma vie à Barcelone, sans jamais pousser à une connexion plus forte que celle à laquelle j'étais prête. Beverly, en revanche, avait été sporadiquement en contact avec de courts SMS allant de mise à jour prétexta des déversements émotionnels de minuit selon son humeur et son état hormonal. J'ai passé mes doigts sur le cuir doux du journal, réfléchissant à ce que je voudrais que ma petite fille sache de son arrière-grand-père, certainement la valeur de la patience et de la pensée à long terme, la capacité de trouver sa propre voie, même si cela arrive plus tard dans la vie. Peut-être que la direction de la fondation ferait partie de l'héritage que je pourrais décrire dans ces pages. Non seulement l'héritage de la richesse, mais l'héritage d'un but. J'ai appelé Julia ce soir-là pour discuter de la direction. Je devrais la structurer différemment d'un rôle traditionnel, ai-je expliqué. Barcelone reste ma base. Je pourrais passer une semaine par mois aux États-Unis avec une implication virtuelle supplémentaire. Ça pourrait fonctionner, a convenu Julia. Nous aurions besoin d'un solide gestionnaire au quotidien sur le terrain, mais tu pourrais fournir une orientation stratégique et être le visage public de la fondation si nécessaire. Visage public? Tu sais, je n'ai jamais été à l'aise avec l'attention. Elle a ri doucement. La Marion Cooper, qui a disparu en Espagne sans prévenir et qui dicte maintenant les conditions de gestion d'une fondation de plusieurs millions de dollars, semble tout à fait à l'aise pour prendre des décisions audacieuses. Juste remarque, ai-je concédé, souriant malgré moi. Après notre appel, j'ai ouvert mon ordinateur portable pour rechercher des fondations similaires, voulant comprendre les meilleures pratiques avant de m'engager. Une notification de mail est apparue de Beverly avec le sujet « Idée de nom ». Maman, nous avons une autre rendez-vous des 30 semaines aujourd'hui. Tout est parfait. Nous finalisons les choix de nom, et je voulais ton avis puisque ce sera ton seul petit enfant. Pour un garçon, James Craig Hamilton, d'après le père de Craig. Pour une fille, Elizabeth Victoria Hamilton, d'après la mère de Craig et mon deuxième prénom. Fais-moi part de tes pensées, Beverly. J'ai fixé l'écran, absorbant les implications. Pas de Cooper nulle part dans les options de nom. Ton seul petit enfant, affirmé comme un fait alors que Beverly n'avait que 36 ans et pourrait certainement avoir d'autres enfants à l'avenir. Le message semblait à la fois une branche d'olivier, demandant mon opinion, et un rappel de mon statut périphérique dans sa nouvelle vie. J'ai envisagé diverses réponses, de la mention de l'omission de Cooper à la simple approbation de ses choix. Aucune ne me semblait juste. Après mûre réflexion, j'ai écrit « Beverly, merci de m'inclure dans cette décision. Les deux options sont charmantes, honorant la tradition familiale de Craig. Je suis curieuse, ton beau-père ou ta belle-mère avait-il des deuxièmes prénoms qui pourraient laisser de la place à un lien? Cooper? Ton grand-père serait si fier de voir son héritage se perpétuer dans cette nouvelle génération. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte de rencontrer ce petit être en parfaite santé en avril. Amour, maman. J'ai fermé mon ordinateur portable, sans attendre de réponse. Les limites que j'avais établies depuis mon départ étaient toujours nécessaires, ai-je réalisé. Bien que notre relation guérissait progressivement, les anciens schémas demeuraient, le rejet par Beverly de son héritage Cooper,
mon instinct d'accommoder plutôt que de défendre mes propres intérêts. Le lendemain matin, un autre email de Julia. La commission d'urbanisme avait demandé ma présence à la cérémonie d'inauguration de Cooper Plaza en mars. Le calendrier correspondait parfaitement à la date d'accouchement prévue de Beverly début avril. Je pouvais assister à la cérémonie, rencontrer des membres potentiels du personnel de la fondation et être présente pour la naissance de ma petite fille. Tandis que je me préparais à répondre, un texto de Beverly est arrivé. Thomas James Hamilton pour un garçon. Elizabeth Cooper Hamilton pour une fille. Craig l'a suggéré. Il dit « Chaque héritage mérite le respect. » J'ai souri, ressentant une vague d'appréciation pour l'intelligence émotionnelle de mon gendre. Peut-être Craig comprenait-il mieux que Beverly l'importance d'honorer nos origines, même en traçant nos propres chemins. Magnifique choix, ai-je répondu par SMS. Merci. Ce soir-là, j'ai commencé à écrire dans le journal en cuir que Craig m'avait envoyé. À ma petite fille, tu viens d'une longue lignée de force. Tranquille. Ton arrière-grand-père, Thomas Cooper, était un homme qui comprenait que la vraie richesse ne réside pas dans les comptes bancaires, mais dans les graines que nous semons pour des récoltes futures que nous ne verrons peut-être jamais nous-mêmes. Les mots coulaient facilement. Des histoires et des sagesses que je voulais préserver. Quand j'ai terminé la première entrée, j'ai ressenti un sentiment de continuité, qu'indépendamment des sentiments compliqués de Beverly concernant son héritage, quelque chose d'essentiel de l'héritage Cooper perdurerait. J'ai envoyé un email à Julia acceptant la direction de la fondation avec les conditions que j'avais énoncées. Ensuite, j'ai réservé mon vol de retour aux États-Unis pour mars, me donnant le temps de préparer la cérémonie d'inauguration de Cooper Plaza avant la date d'accouchement de Beverly en avril. Le chemin à parcourir exigerait d'équilibrer ma nouvelle indépendance avec la reconnexion au monde que j'avais laissé derrière moi. Mais pour la première fois de ma vie, je me sentais confiant en ma capacité à maintenir des limites tout en construisant des ponts, à honorer l'héritage de mon père tout en continuant à créer le mien. Mars, dans ma ville natale, semblait plus froid qu'à Barcelone. L'hiver persistant hésitait à relâcher son emprise. Je suis arrivé 10 jours avant l'inauguration de Cooper Plaza, m'installant dans une suite de l'hôtel Westfield que Julia avait arrangé comme ma résidence temporaire. Le contraste entre ce logement luxueux et la modeste maison que j'avais occupée pendant des décennies m'a frappé à nouveau. Non pas avec amertume, mais avec une profonde appréciation pour les tournants inattendus de la vie. Ma première réunion était avec l'équipe d'architectes finalisant les détails de Cooper Plaza. L'architecte principal, une femme réfléchie nommée Cassandra Lynn, m'a guidé à travers les sélections de matériaux et les plans d'aménagement paysager avec un enthousiasme sincère. Nous avons incorporé des éléments qui reflètent la nature pratique de votre père, a-t-elle expliqué, me montrant comment les chemins principaux de la place créaient un motif de livre ouvert vu d'en haut. Des matériaux durables. Des plantations nécessitant peu d'entretien, mais avec une élégance qui élève le quotidien, un peu comme son approche de l'investissement. Il aurait apprécié cela, ai-je dit, touché par la façon dont ils avaient pleinement embrassé l'esprit de l'héritage de mon père, bien qu'il aurait questionné le coût de ces bancs. Elle a ri. Même les investissements de haute qualité nécessitent un capital initial. Plus tard cet après-midi-là, j'ai rencontré Anna Reed, la femme que Julia avait recommandée comme directrice au quotidien de la fondation. Jeune, mais impressionnante par ses qualifications et son expérience en éducation et en gestion d'organisations à but non lucratif, Anna avait le profil parfait pour traduire ma vision en programme réalisable. J'ai grandi dans une famille de la classe ouvrière, m'a-t-elle dit autour d'un café. Première de ma famille à aller à l'université, travaillant plusieurs emplois. Pour y arriver. La mission de cette fondation résonne profondément en moi.
Que feriez-vous différemment des autres fondations éducatives, ai-je demandé. Observant attentivement sa réaction. Elle a réfléchi à la question. La plupart des fondations se concentrent sur les parcours universitaires traditionnels de 4 ans. Je voudrais m'assurer que nous soutenions également les certifications professionnelles, les diplômes d'associés et les modèles d'éducation alternatifs. L'université n'est pas le seul chemin vers la stabilité financière et l'épanouissement. À la fin de notre conversation, j'étais convaincu qu'Anna était la bonne personne pour mettre en œuvre les opérations quotidiennes de la Fondation. Avec sa présence locale et ma supervision stratégique depuis Barcelone, nous pourrions créer quelque chose de significatif ensemble. Ce soir-là, j'ai appelé Beverly pour lui faire savoir que j'étais arrivé en ville. À 36 semaines de grossesse, elle semblait épuisée, mais déterminée à maintenir son contrôle habituel. Nous avons terminé la chambre d'enfant, m'a-t-elle informé. La décoratrice a fait un thème forestier dans des couleurs non genrées. La mère de Craig pense que c'est trop moderne, mais c'est ma décision. Je suis sûr que c'est charmant, ai-je répondu, choisissant de ne pas m'engager dans le drame implicite de la belle-mère. Comment te sens-tu physiquement? Énorme, inconfortable. Prête à en finir. Sa voix s'est légèrement adoucie. Voudrais-tu? Tu voudrais voir la chambre d'enfant avant que le bébé n'arrive. L'invitation m'a surprise. Depuis ma visite de novembre, Beverly avait maintenu des limites soigneuses autour de sa maison et de son espace personnel. Cette petite ouverture semblait significative. J'aimerais beaucoup dîner demain. Rien de sophistiqué. Craig fait un barbecue. Parfait. Le lendemain soir, Craig m'a chaleureusement accueilli chez eux. Son véritable plaisir de me revoir était évident dans son large sourire et la façon dont il me guida vers le fauteuil le plus confortable avec une sollicitude habituellement réservée à Beverly. Elle se repose, expliqua-t-il, me tendant un verre de vin. Le médecin dit que sa tension artérielle est un peu élevée. Rien d'inquiétant pour l'instant, mais il la surveille. J'ai hoché la tête, me souvenant de mes propres complications de grossesse. Le dernier mois est difficile, surtout pour quelqu'un habitué à tout contrôler, a dit Craig avec une douce affection. Beverly a du mal avec les limitations physiques. Avant que je puisse répondre, Beverly est apparue. Dans l'embrasure de la porte, une main soutenant son ventre substantiel. Elle portait un legging et un pull oversized, un contraste frappant avec son apparence habituellement soignée. Son visage était légèrement bouffi, ses chevilles visiblement gonflées. Tu es magnifique, ai-je dit sincèrement, voyant en elle le miracle de la nouvelle vie qui transcendait l'inconfort temporaire. J'ai l'air d'une baleine, a-t-elle rétorqué, mais avec un sourire fantôme. Mais merci pour le mensonge. Le dîner fut étonnamment agréable, l'excellent barbecue de Craig, une conversation qui évitait soigneusement les sujets litigieux, et Beverly plus détendue que je ne l'avais vue depuis des années. Alors que nous nous attardions sur le dessert, elle mentionna la fondation. Un collègue de Craig fait partie du conseil d'administration d'une organisation similaire, a-t-elle dit, me regardant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Il dit que c'est impressionnant ce que tu mets en place. Merci. C'est encore en développement, mais nous avons fait de bons progrès. Tu n'as jamais mentionné vouloir diriger une fondation auparavant, a-t-elle observé. En fait, tu as toujours dit que tu détestais gérer les gens à ton poste d'administratrice. Je détestais gérer des gens qui sous-estimaient mes contributions, ai-je corrigé doucement. C'est différent. C'est créer quelque chose de significatif à partir de zéro avec une équipe qui partage la vision. Beverly a absorbé cela, puis a posé la question qui lui trottait peut-être dans la tête depuis des mois.
Pourquoi grand-père n'a-t-il pas utilisé cet argent? De son vivant? Nous aurions pu avoir une meilleure maison, de meilleures écoles. Tu aurais pu avoir de l'aide pour m'élever au lieu de travailler toutes ces heures supplémentaires. Craig s'est légèrement tendu, peut-être craignant que cette ligne de questions ne conduise à un conflit. Mais j'ai salué la franchise de Beverly. C'était la conversation la plus honnête que nous ayons eue depuis des années. Ton grand-père croyait en la sécurité plutôt qu'au luxe. Ai-je expliqué? Ses investissements étaient son filet de sécurité pour l'avenir de notre famille, un avenir qu'il n'était pas certain de vivre. J'ai croisé le regard de Beverly directement. Et je ne regrette pas la vie que nous avons eue. Travailler dur m'a apporté satisfaction. Notre maison était remplie d'amour, sinon de choses coûteuses. Mais ne voulais-tu pas plus, a-t-elle insisté. Des vêtements plus jolis, des vacances, les choses que mes amis avaient. Parfois, ai-je admis, mais j'accordais plus d'importance à l'indépendance, à la capacité de nous soutenir selon mes propres termes sans dépendre de l'approbation ou de l'aide de quelqu'un d'autre. Beverly est restée silencieuse, reconnaissant peut-être le contraste implicite avec ses propres choix, sa cultivation minutieuse des relations avec des camarades de classe riche, ses choix de rencontres stratégiques culminant dans le mariage avec Craig. Sa recherche persistante de validation externe à travers des symboles de statut. J'aimerais te montrer la chambre d'enfant, a-t-elle dit. Finalement en changeant de sujet. Craig l'a aidé à se lever et je les ai suivis. À l'étage vers une pièce magnifiquement aménagée, peinte dans des tons de vert douée de crème avec une fresque d'arbres stylisée couvrant un mur. C'est parfait, ai-je dit en passant ma main sur le berceau en bois fait à la main. Tellement paisible. Beverly a ouvert un tiroir de commode, en retirant quelques choses soigneusement pliées dans du papier de soie. Je voulais te montrer ça. Elle a déballé une petite couverture bien usée avec des motifs d'animaux décolorés. Mon souffle s'est coupé en signe de reconnaissance. La propre couverture de bébé de Beverly, celle que ma mère avait faite pendant ma grossesse. Tu l'as gardée, ai-je murmuré, inopinément ému. C'est la seule chose que j'ai de grand-mère. Beverly a lissé le tissu avec une tendresse surprenante. J'ai pensé que le bébé devrait l'avoir, que ce soit un garçon ou une fille, pour savoir d'où il vient. Le simple geste, Beverly préservant ce lien avec ses racines, malgré ses sentiments complexes concernant son héritage, m'a profondément touché. Peut-être que la maternité adoucissait déjà certains de ses aspects les plus durs, créant de l'espace pour des valeurs au-delà du statut et de l'apparence. Ta mère serait honorée, ai-je dit, veillant à ne pas exagérer la signification du moment. Quand Craig m'a raccompagné plus tard. Ce soir-là, il a hésité à la porte. Elle essaie, Marion, à sa manière. Cette grossesse l'a fait réfléchir à ce qui compte vraiment. Je sais, les jeux. Assuré. Les petits pas sont toujours des pas en avant. Je suis retourné à mon hôtel avec un optimisme prudent. La cérémonie d'inauguration était dans 3 jours. La date d'accouchement de Beverly juste 2 semaines après. Quelque chose changeait entre nous. Pas une réconciliation complète, mais le début d'une relation plus authentique basée sur qui nous étions maintenant, pas seulement sur notre histoire compliquée. Cette nuit-là, j'ai ajouté une autre entrée au journal pour ma petite fille. Les héritages familiaux sont des trésors complexes. Non seulement les héritages matériels qui passent d'une génération à l'autre, mais les valeurs, les histoires, les exemples discrets qui nous façonnent d'une manière que nous ne reconnaissons souvent pas avant de devenir parents nous-mêmes. Ta mère le découvre maintenant alors qu'elle se prépare à te rencontrer. Et je le redécouvre à travers de nouveaux yeux alors que je me prépare à devenir ta grand-mère. Le matin de l'inauguration de Cooper Plaza s'est levé clair et froid. Je me suis habillé soigneusement dans un tailleur marine sur mesure,
professionnel mais pas ostentatoire, avec un seul bijou, la montre de mon père, que j'avais fait restaurer et ajuster à mon poignet plus fin. Son tic-tac régulier contre ma peau me donnait l'impression de sa présence m'accompagnant à ce moment qu'il avait rendu possible sans jamais le savoir. Julia m'a retrouvé dans le hall de l'hôtel, son expression à la fois fière et protectrice. Prête pour ton début public en tant que philanthrope? Cela semble bien plus grand que ce que je ressens, ai-je admis en marchant vers sa voiture. Je suis juste la fille de papa, essayant d'honorer sa prévoyance. Parfois, la philanthropie la plus significative vient exactement de là, honorer d'où nous venons tout en créant quelque chose de nouveau. Le chantier de construction avait été transformé pour la cérémonie. Une petite scène se tenait là où la place centrale serait finalement construite, faisant face à des rangées de chaises occupées par des fonctionnaires de la ville, des chefs d'entreprise et des représentants des médias. De grandes représentations affichaient le projet achevé avec Cooper Plaza en bonne place au cœur. Tandis que Julia et moi approchions, j'ai été surprise de voir Craig au premier rang, ayant l'air professionnel dans un costume bien coupé. Quand il m'a vu, il s'est levé et a fait signe. Beverly voulait venir, a-t-il expliqué, en me rejoignant. Mais elle avait un rendez-vous chez le médecin. La tension artérielle est toujours élevée. Elle devrait absolument prioriser ça. Les jeux assurés. Touché qu'ils aient prévu d'assister. Dis-lui, s'il te plaît, que j'apprécie l'attention. En fait, elle m'a demandé d'enregistrer des parties de la cérémonie. Elle a dit qu'elle voulait te voir en action. L'idée que Beverly s'intéresse à cet aspect de ma vie, si éloigné des valeurs matérialistes qu'elle avait toujours privilégiées, était inopinément émouvante. Avant que je puisse répondre, le maire de la ville s'est approché, la main tendue. Madame Cooper, c'est un honneur de vous rencontrer. Votre vision pour ce développement, en particulier la composante logement abordable, est exactement ce dont notre ville a besoin. La vision de mon père, ai-je corrigé doucement. Je n'en suis que la gardienne. La cérémonie a commencé. Avec divers officiels faisant des discours d'une longueur prévisible sur le renouveau urbain et l'investissement communautaire. J'ai écouté attentivement, regardant Craig enregistrer discrètement les moments clés sur son téléphone. Vraisemblablement pour Beverly. Finalement, le maire m'a présenté. Et maintenant, la femme dont la générosité et la vision ont rendu ce projet possible, Madame Marion Cooper. Tandis que je me dirigeais vers le podium, un calme étrange s'est emparé de moi. Parler en public n'avait jamais été ma force. J'avais toujours été la personne organisant en coulisses, soutenant les moments des autres sous les projecteurs. Mais aujourd'hui, représentant l'héritage de mon père, les mots venaient facilement. Merci, monsieur le maire Williams. Distingué invité, membre de la communauté, je suis honoré d'être ici, bien. Que le véritable honneur revienne à mon père, Thomas Cooper. L'homme pour qui cette place sera nommée n'a jamais cherché la reconnaissance. Il réparait des voitures, lisait voracement et plantait tranquillement des graines pour un avenir qu'il ne vivrait pas. J'ai fait une pause, regardant les visages attentifs. Craig souriait en signe d'encouragement, son téléphone enregistrant. Toujours. Mon père croyait que l'éducation, le travail acharné et la prospective étaient les véritables fondements de la richesse, pas seulement la richesse financière, mais la richesse d'une vie bien vécue. Cooper Plaza et le développement environnant incarneront ces valeurs, créant des espaces où les familles peuvent vivre à des prix abordables, où les enfants peuvent jouer en toute sécurité, où la communauté peut s'épanouir. J'ai continué à décrire la mission de la Fondation Thomas Cooper de soutenir les opportunités éducatives pour les étudiants de la classe ouvrière, en particulier les parents célibataires cherchant à améliorer l'avenir de leur famille grâce à l'éducation et à la formation. Pendant que je parlais, j'ai remarqué plusieurs journalistes prendre des notes particulièrement,
leur stylo se déplaçant rapidement sur leur carnet. En conclusion, j'aimerais partager quelque chose que mon père me disait souvent, la valeur n'est pas toujours visible au premier abord. Les choses les plus précieuses nécessitent souvent de la patience pour révéler leur valeur. Merci de participer à la révélation de la valeur de son ancien investissement dans cette communauté. Les applaudissements ont été chaleureux et sincères. Après la traditionnelle pelletée de terre avec des pelles pintants. Or, ce qui aurait fait rire mon père pragmatique, je me suis retrouvé entouré de personnes me félicitant et de journalistes demandant des interviews. Julia a géré la plupart des demandes, en programmant quelques-unes pour plus tard dans la semaine tout en me protégeant d'être submergé. Alors que la foule commençait à se disperser, Craig s'est approché avec son téléphone. Beverly a regardé la diffusion en direct que je lui ai envoyée. Elle est impressionnée. Vraiment. Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper une note de surprise dans ma voix. Ses mots exacts ont été « Maman semble à sa place là-haut, comme si elle dirigeait des fondations toute sa vie. » Venant de Beverly, c'était un éloge extraordinaire. Merci de partager ça. Craig a hésité, puis a dit. Elle est à l'hôpital. Ce rendez-vous chez le médecin s'est transformé en admission. Prééclampsie. Il la surveille maintenant, peut-être qu'ils déclencheront le travail ce soir si ces chiffres ne s'améliorent pas. Quoi? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit immédiatement, ai-je demandé, l'alarme remplaçant ma satisfaction précédente. Beverly m'a fait promettre de ne pas te le dire avant la cérémonie. Elle a dit que c'était ton moment, et elle ne voulait pas le gâcher. Il a légèrement souri. C'est un progrès, tu ne penses pas? C'était en effet un changement remarquable par rapport à la Beverly qui avait toujours exigé d'être au centre de l'attention. Est-elle en danger? Le bébé? Le médecin dit qu'ils sont prudents, pas paniqués, mais elle aimerait que tu viennes si tu veux. Bien sûr, je veux venir. Laisse-moi juste le dire. À Julia. 20 minutes plus tard, nous sommes arrivés à l'hôpital où, 36 ans plus tôt, j'avais moi-même donné naissance à Beverly, terrifiée, seule, à l'exception de Julia me tenant la main, incertaine de l'avenir, mais déterminée à donner tout ce que je pouvais à mon enfant. Maintenant, Beverly occupait une chambre privée dans la maternité, des équipements de surveillance traquant ses signes vitaux et le battement de cœur régulier du bébé. Son visage était bouffi. Ses cheveux habituellement parfaits attachés en une queue de cheval désordonnée. Mais son expression quand je suis entré ne contenait aucune de sa défensive habituelle. Maman, a-t-elle dit simplement, tu es venue? Bien sûr que je suis venu. Je me suis rapproché de son lit, lui prenant la main. Comment te sens-tu? Effrayée, a-t-elle admis, une vulnérabilité que je voyais rarement chez elle. Ils disent que la prééclampsie peut être dangereuse. Et que le bébé pourrait venir tôt. 36 semaines, c'est presque à terme. L'ai-je rassuré. Et les soins médicaux ont énormément progressé depuis que je t'ai eu. Elle m'a serré la main avec une force surprenante. J'ai regardé ton discours sur le direct de Craig. Tu étais incroyable. Merci. J'ai brossé une mèche de cheveux de son front, un geste maternel que je n'avais pas utilisé depuis qu'elle était enfant. Ton grand-père aurait été fier de toi. Aussi, tu sais, portant son arrière-petite-fille. Une ombre de son ancienne défensive a traversé son visage. Même après avoir rejeté le nom Cooper, dit ces choses horribles au mariage, même alors. Elle se racle la gorge. La famille est compliquée, Beverly. Nous ne comprenons pas toujours la valeur de ce que nous avons avant que la perspective ne change notre vision. Elle est restée silencieuse un instant. Les seuls sons, le bip régulier des moniteurs et les activités de l'hôpital atténuées au-delà de sa porte. Je crois que je comprends maintenant, a-t-elle finalement dit.
Pourquoi grand-père a investi cet argent au lieu de le dépenser? Pourquoi tu as travaillé si dur au lieu de chercher un chemin plus facile? Sa main libre a bougé vers son ventre. Il ne s'agissait jamais de l'argent lui-même. Il s'agissait de créer de la sécurité. De construire quelque chose de durable. Avant que je puisse répondre, un médecin est entré, une jeune femme confiante qui s'est présentée comme le docteur Patel. Elle a examiné les derniers résultats de Beverly avec une efficacité calme. Votre tension artérielle ne se stabilise pas comme nous l'espérions. Je recommande de procéder au déclenchement du travail ce soir. La main de Beverly s'est serrée sur la mienne, mais c'est 3 semaines en avance. Le bébé est suffisamment développé pour que les risques de poursuivre la grossesse l'emportent désormais sur les avantages d'attendre, a expliqué le docteur Patel. Surtout avec votre tension artérielle qui continue d'augmenter. Après que le médecin fut parti faire les préparatifs, Beverly m'a regardé avec une vulnérabilité inhabituelle. Restes-tu pendant l'accouchement? La demande m'a stupéfaite. Tout au long de sa vie d'adulte, Beverly avait maintenu une distance prudente par rapport à la nécessité de ma présence, à la reconnaissance de toute dépendance au soutien maternel. Si c'est ce que tu veux, bien sûr que je resterai. Oui, elle a esquissé un sourire. Il s'avère que devenir mère te donne envie d'avoir ta propre mère près de toi, même quand tu as été. Elle a hésité. Difficile. Je serai là, ai-je promis, m'installant sur la chaise à côté de son lit tandis que les infirmières commençaient à préparer le déclenchement. Aussi longtemps que tu auras besoin de moi. Le travail a progressé lentement pendant la nuit. Beverly, qui s'était toujours fait un devoir de contrôler chaque aspect de sa vie, luttait visiblement pour se soumettre à ce processus fondamentalement incontrôlable. Chaque contraction semblait défier non seulement son endurance physique, mais toute sa vision du monde. J'avais un plan, a-t-elle dit entre les douleurs, la frustration évidente dans sa voix. Un accouchement naturel, mais avec une péridurale au moment exact, pas 3 semaines en avance avec une intervention médicale. J'ai mouillé un linge et j'ai essuyé son front doucement. Les bébés suivent rarement nos plans soigneusement construits. Est-ce que j'ai suivi les tiens? A-t-elle demandé, une curiosité sincère supplantant momentanément l'inconfort. Pas du tout, j'ai souri. J'avais 17 ans, Beverly. Mon plan était l'université, puis une carrière, puis peut-être le mariage et des enfants. Bien plus tard. Tu es arrivé et tu as tout réorganisé. Le regrettes-tu? Comment ta vie s'est déroulée? La question a plané entre nous. Honnête d'une manière que nos conversations l'étaient rarement. Avant que je puisse répondre, une autre contraction l'a saisie, plus forte qu'avant. Elle a serré ma main avec une force surprenante, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans ma paume. Quand la douleur s'est calmée, j'ai répondu. Pensivement, je regrette certains de mes choix en chemin. Des moments où j'ai privilégié ton confort au lieu de t'enseigner la résilience. Des fois où j'ai fait des heures supplémentaires pour des cours de danse au lieu d'insister pour que tu apprécies ce que nous avions déjà. J'ai croisé son regard directement. Mais te regretter, jamais. Tu as été la chose la plus magnifique qui me soit jamais arrivée. Le visage de Beverly s'est froissé, des larmes coulant sur ses joues. Même après le mariage, après ce que j'ai dit sur notre nom, même. Alors. J'ai essuyé ses larmes. L'amour n'exige pas un comportement parfait, Beverly. Il exige l'honnêteté. Et tu exprimais honnêtement des sentiments que tu nourrissais depuis des années. Des sentiments horribles. A-t-elle murmuré. Des sentiments compliqués, ai-je corrigé. Tu as associé nos modestes circonstances au rejet par tes pères, à l'absence de ton père, aux limitations que tu trouvais frustrantes. C'est humain, quoique quelque peu myope.
Une autre contraction a interrompu, plus intense qu'avant. Craig, qui avait somnolé sur la chaise du coin, s'est réveillé et s'est immédiatement déplacé de l'autre côté de Beverly, la soutenant pendant le pic de douleur avec un encouragement discret. Pendant toute la nuit, ce schéma a continué. Des moments de connexion et d'honnêteté extraordinaire entre les contractions, puis une concentration totale sur le processus physique pendant celle-ci. L'aube se levait quand le docteur Patel est revenu vérifier les progrès de Beverly. Vous êtes complètement dilaté, a-t-elle annoncé. Il est temps de rencontrer ce bébé. La salle d'accouchement s'est transformée en une ruche d'activité. Concentrée. Les infirmières ont positionné Beverly. L'équipement a été préparé. Les lumières éclaircies. Craig a pris sa place aux côtés de Beverly tandis que je me préparais à reculer, supposant que ma présence pendant l'accouchement réel pourrait être plus que ce que Beverly avait l'intention de faire en me demandant de rester. Maman, a appelé Beverly, sa voix tendue par les forêts. L'anxiété. Ne pars pas. Je suis juste ici, les jeux assurés, me déplaçant à son autre côté. Ce qui a suivi était à la fois primal et transcendant. Beverly travaillant avec une détermination et une force que j'avais toujours su qu'elle possédait mais que j'avais rarement vu diriger vers autre chose que l'acquisition matérielle ou l'ascension sociale. À travers chaque poussée, chaque moment d'impossibilité apparente, elle a trouvé des ressources en elle-même que je soupçonnais qu'elle n'avait pas su exister. Je peux voir la tête, a annoncé le docteur Patel. Beaucoup de cheveux foncés. Une dernière grosse poussée, Beverly. Avec un son guttural sans pareil que je n'avais jamais entendu de ma fille toujours composée, Beverly a fait un dernier effort monumental. Quelques secondes plus tard, le cri indigné d'un nouveau-né a rempli la pièce. Fort, vital, indubitable. C'est une fille, a annoncé le docteur Patel, plaçant le nourrisson couvert de vernix et agité sur la poitrine de Beverly. Une belle fille, Elizabeth Cooper Hamilton, a murmuré Beverly, sa voix rauque d'émotion. Bonjour, petite. J'ai regardé avec émerveillement ma fille, qui avait passé sa vie d'adulte à créer une apparence soigneusement polie, se dissoudre en larmes non contenues à la vue de son enfant. Craig s'est penché, les yeux humides, touchant doucement les cheveux foncés de sa fille avec une révérence qui me serrait le cœur. Elle est parfaite, a-t-il murmuré. Après quelques précieux instants de cette première rencontre, les infirmières ont emmené Elisabeth pour les procédures standards de nouveau-né, pesée, mesure, évaluation. Beverly s'est tournée vers moi, son visage transformé par une émotion plus profonde que tout ce que j'avais vu en elle auparavant. Merci d'être resté, a-t-elle dit simplement. Je n'aurais pas pu faire ça sans toi. Tu aurais absolument pu, ai-je corrigé doucement. Mais je suis contente d'avoir été là pour le voir. Quelques heures plus tard, dans le calme paisible de la salle de récupération privée de Beverly, j'ai tenu ma petite fille pour la première fois. Elisabeth, Elisa, comme Craig l'avait déjà surnommée, avait effectivement hérité des cheveux foncés des Cooper, et il semblait de la forme distinctive des yeux de mon père. Elle ressembla. Grand-père, ai-je observé doucement. Je l'ai pensé aussi, a convenu Beverly depuis son lit, où elle se reposait confortablement. J'aurais aimé mieux le connaître. Tu le verras en elle, je pense. Pas seulement physiquement, mais dans la détermination tranquille que je vois déjà sur ce petit visage. Beverly nous a regardés pensivement. Lui raconteras-tu son histoire quand elle sera plus âgée? Je n'ai pas assez de souvenirs à partager. Je serais honoré, ai-je répondu, profondément touché par la demande. Craig est entré avec du café pour lui et de la tisane pour Beverly. Les infirmières disent qu'elles n'ont jamais vu un nouveau-né aussi alerte, a-t-il rapporté fièrement. Elle suit déjà les mouvements comme un bébé beaucoup plus
âgée. Des gènes Cooper, a dit Beverly, puis m'a regardé avec un petit sourire. Forte, intelligente, résiliente. La simple reconnaissance de son héritage, exprimé avec fierté plutôt que dédain, a eu l'impression d'un pont en cours de reconstruction entre nous, plus solide qu'avant, car il était maintenant fondé sur la vérité plutôt que sur l'obligation. Alors que le matin s'étirait vers l'après-midi, Beverly s'est finalement endormie, épuisée. Craig a pris Elisa de mes bras, la berçant avec une aisance naturelle. « Marion » a-t-il dit doucement. Beverly et moi avons parlé. Nous aimerions que tu sois une présence régulière dans la vie d'Elisa, pas seulement pour les vacances ou les occasions spéciales. Je sais que tu as construit une vie à Barcelone, mais peut-être des visites plus fréquentes, peut-être même un endroit ici pour que tu n'aies pas toujours à rester à l'hôtel. L'offre m'a prise par surprise. Non. Seulement sa générosité, mais sa reconnaissance implicite que j'avais maintenant ma propre vie, une vie qu'il voulait accommoder plutôt que de s'attendre à ce que je l'abandonne. C'est très attentionné, ai-je réussi à dire, sincèrement. Ému. J'aimerais ça. Peut-être un petit appartement près de chez vous. Près de Cooper Plaza, a suggéré Craig, une fois le développement terminé. Pour qu'Elisa puisse grandir en comprenant l'héritage de son arrière-grand-père. Tandis que je regardais ma fille endormie et la minuscule petite fille qui portait notre nom de famille, j'ai senti un cercle se refermer. Pas parfaitement, pas sans ces segments endommagés encore à réparer, mais plus fort que je n'aurais pu le croire 6 mois plus tôt. Je pense, ai-je dit doucement, que ce serait l'arrangement parfait. Plus tard, seul dans ma chambre d'hôtel, j'ai ajouté une nouvelle entrée au journal pour Elisa. Aujourd'hui, tu es arrivée, Elizabeth Cooper Hamilton, apportant avec toi un pont entre des mondes que je pensais rester à jamais séparés. Ton existence même a créé de nouvelles possibilités de guérison, de compréhension, de continuité. Tu portes non seulement un nom, mais un héritage de force tranquille, de prévoyance et de résilience. Bienvenue dans notre famille imparfaite, évolutive et précieuse. 1 an plus tard, je me tenais sur le balcon de mon nouvel appartement, surplombant Cooper Plaza. Le développement avait été achevé avec une efficacité remarquable, transformant ce qui avait autrefois été un terrain négligé en un espace communautaire vibrant. De mon point de vue, je pouvais voir des enfants jouer autour de la fontaine centrale, des employés de bureau déjeunant sur des bancs sous des arbres en fleurs, et des résidents des logements abordables aller et venir avec la familiarité confortable des personnes qui se sentent chez elles dans leur environnement. La sculpture en bronze de mon père lisant à un enfant était devenue un lieu de rencontre populaire, les gens disant souvent « je te vois chez le lecteur », sans même connaître la signification de la figure à laquelle il faisait référence. Papa aurait apprécié cette intégration discrète dans la vie quotidienne bien plus que n'importe quel monument grandiose. Ma propre vie avait trouvé un équilibre similaire, non pas grandiose, mais utile et agréablement divisé entre deux mondes. 8 mois de l'année à Barcelone, où je poursuivais mes études d'architecture et avais commencé à exposer mes peintures dans une petite galerie locale. 4 mois dans cet appartement près de Cooper Plaza, où je dirigeais les activités de la fondation et, plus important encore, maintenais une présence régulière dans la vie de ma petite fille. La sonnette a retenti, interrompant mes réflexions. À travers le Judas, j'ai vu Beverly avec Elisa dans ses bras. L'air exceptionnellement décontracté en jean et chemisier simple. Nous sommes en avance, a-t-elle annoncé quand j'ai ouvert la porte. Craig a été appelé pour une réunion d'urgence avec un client, alors c'est juste nous deux pour le déjeuner. Parfait, ai-je répondu, tendant les bras vers Elisa, qui s'est jetée vers moi avec un cri ravi. À 14 mois, elle était un tourbillon d'énergie et de détermination, marchant déjà avec confiance et essayant de communiquer tout ce qu'elle observait dans une combinaison élaborée de mots et de gestes. Gamma,
a-t-elle proclamé, me tapotant la joue d'une main légèrement collante. Elle a mangé une banane dans la voiture, a expliqué Beverly, posant le sac. Allongé. Juste un avertissement, elle réclame Plaza depuis ce matin. Je pense qu'elle veut voir la fontaine après le déjeuner. La Plaza, alors? Ai-je acquiescé, installant Elisa sur ma hanche. J'ai préparé la salade de pâtes qu'elle a aimée la dernière fois. Beverly m'a suivi dans la cuisine où elle a automatiquement commencé à mettre la table pendant que j'attachais Elisa dans sa chaise haute. Cette domesticité facile entre nous était encore assez nouvelle pour paraître remarquable, un rythme que nous n'avions jamais établi. Quand elle grandissait. Quand chaque interaction avait été colorée par son ambition d'échapper à nos modestes circonstances et ma détermination à lui offrir des opportunités que je n'avais jamais eues. La Fondation a sélectionné sa première cohorte de boursiers, ai-je mentionné alors que nous nous asseyons pour manger. 20 parents célibataires poursuivant des diplômes en soins infirmiers aux certifications d'électricien. C'est merveilleux, dit Beverly, coupant habilement les pâtes en petits morceaux pour Elisa. Y. Aura-t-il une sorte de cérémonie? Une petite réception la semaine prochaine. Rien d'élaboré. Ce sont des gens avec des emplois et des enfants et peu de temps, mais nous voulions marquer l'occasion. Beverly a hoché la tête. Pensivement. J'aimerais y assister si ça va. Peut-être aider avec quelque chose. L'offre m'a surprise. Bien que Beverly ait montré un intérêt croissant pour la fondation au cours de la dernière année, elle avait maintenu une distance respectueuse par rapport à une implication active. Peut-être incertaine de sa place dans une organisation célébrant l'héritage Cooper qu'elle avait autrefois publiquement rejeté. Nous serions ravis de t'avoir là, ai-je dit. Avec précaution. Une raison particulière pour cet intérêt? Elle s'est concentrée sur le fait d'aider Elisa à attraper un morceau de pâte glissant. Avant de répondre. J'ai beaucoup réfléchi à retourner au travail, pas à mon ancien poste en marketing. Cela me semble vide maintenant. Elle a jeté un coup d'œil à Elisa. Être mère a changé mes priorités, mais je veux toujours faire quelque chose de significatif. Et la fondation t'intéresse? L'aspect éducatif, oui. Elle a croisé mon regard directement. Je pensais établir un programme de bourse spécifique au sein de la fondation pour les jeunes mères. Célibataire comme tu l'étais, avec mes propres fonds. J'ai posé ma fourchette, véritablement stupéfaite par cette proposition. Ce serait remarquable, Beverly. Ce n'est pas entièrement altruiste, a-t-elle admis. Avec une franchise inattendue. J'ai beaucoup réfléchi à la rédemption ces derniers temps. Comment réparer les choses horribles que j'ai dites sur notre héritage. Cela me semble être un moyen d'honorer ce que toi et grand-père avait construit tout en apportant ma propre contribution. La distance que nous avions parcourue en un an semblait soudainement incommensurable. Du toast de mariage de Beverly dénonçant son héritage Cooper à ce moment, elle proposant d'investir ses propres ressources pour perpétuer ce même héritage, représentait une transformation que je n'aurais pas osé espérer. Je pense que c'est une idée parfaite, ai-je finalement dit. Anna, notre directrice, peut t'aider à la structurer comme tu l'envisages. Après le déjeuner, nous nous sommes promenés jusqu'à la plaza comme promis, Elisa entre. Nous tenant toutes les deux par la main et demandant occasionnellement à être balancés en avant avec des cris de joie. Le soleil de fin avril réchauffait l'air, invitant les gens à sortir pour profiter de l'espace public accueillant. Tandis que nous approchions de la fontaine, Elisa s'est détachée, trottinant vers la sculpture en bronze avec une vitesse surprenante pour ses petites jambes. Beverly et moi avons suivi, échangeant des regards amusés devant sa détermination. Livre de Gamma, a déclaré Elisa, montrant du doigt le lecteur en bronze. C'est ça, ma chérie. C'est ton arrière-grand-père lisant un livre, ai-je expliqué,
bien qu'elle soit bien trop jeune pour en comprendre la signification. Beverly a étudié la sculpture avec un nouvel intérêt. Il le représente vraiment bien d'après les photos que j'ai vues. Ce regard doué, concentré. L'artiste a utilisé des photos de quand j'avais environ 5 ans. Ai-je expliqué? Papa me lisait tous les soirs, peu importe à quel point il était fatigué de travailler au garage. Nous nous sommes assises sur un banc, face à la fontaine. Elisa était heureusement occupée à regarder les motifs de l'eau changer. Beverly semblait inhabituellement contemplative, observant le mélange diversifié de personnes profitant de la place, des professionnels, de jeunes familles, des logements abordables, des résidents âgés qui venaient quotidiennement s'asseoir au soleil. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit. L'année dernière, a-t-elle finalement dit pendant le travail quand je lui ai demandé si tu regrettais comment ta vie avait tourné. Je me souviens que tu as dit regretter d'avoir privilégié mon confort plutôt que de m'enseigner la résilience, de me donner des choses au lieu de la perspective. Elle a regardé Elisa, qui avait trouvé une petite feuille à examiner avec une intense concentration. Je ne veux pas faire les mêmes erreurs avec elle. Je ne veux pas qu'elle grandisse en pensant que sa valeur vient de ce qu'elle possède ou de qui elle connaît. Le fait que tu sois consciente de ce danger te donne déjà une longueur d'avance, ai-je observé. La parentalité est en grande partie une question d'essai et d'erreur, Beverly. Nous faisons tous des erreurs. La clé est d'être prête à corriger le tir lorsque nous les reconnaissons. Comme tu l'as fait quand tu as déménagé à Barcelone. Elle a légèrement souri. C'était tout un ajustement. C'était l'ajustement que je devais faire pour découvrir qui était Marion Cooper au-delà d'être ta mère ou l'assistante administrative de David. Et qui est-elle, a demandé Beverly. Une curiosité sincère dans sa voix. Qui es-tu maintenant, maman? J'ai réfléchi à la question. Je suis une femme qui aime l'architecture et la peinture. Qui parle un espagnol médiocre mais essaie quand même. Qui dirige une fondation, honorant l'héritage de son père tout en créant le sien. Qui redécouvre sa relation avec sa fille tout en construisant une avec sa petite fille. J'ai souri à Elisa, qui était revenue nous montrer sa découverte de feuilles. Je suis toujours en devenir, je pense. Nous le sommes tous. Beverly a hoché la tête, aidant Elisa à monter sur le banc entre nous. Je pensais qu'être adulte signifiait atteindre une destination fixe. Avoir le bon emploi, la bonne maison, le bon mari, le bon statut. Mais voir Elisa changer chaque jour me fait réaliser que nous sommes tous en constante évolution, ou devrions l'être. C'est une sagesse que beaucoup de gens n'acquièrent jamais, ai-je dit doucement. Alors que l'après-midi s'étirait vers le soir, nous sommes retournés à mon appartement. Elisa, finalement assez fatiguée, a demandé à être portée. Beverly l'a prise sans se plaindre. Un autre changement par rapport à la femme qui s'était autrefois inquiétée des vêtements de créateur froissés. À ma porte. Beverly a hésité avant de partir. Craig et moi avons parlé d'avoir un autre bébé. Peut-être plus tard cette année. C'est merveilleux, ai-je dit. Sincèrement ravi. Elisa ferait une merveilleuse grande sœur. Si c'est un garçon, a-t-elle ajouté doucement. Nous aimerions le nommer Thomas Cooper. Hamilton, si ça te convient. Des larmes sont montées à mes yeux de façon inattendue. Papa serait si honoré, tout comme moi. Après leur départ, je me suis assise à mon bureau surplombant la place alors que le crépuscule descendait. Les bureaux de la fondation aux étages inférieurs du bâtiment étaient sombres maintenant, mais demain ils seraient occupés par le travail de création d'opportunités pour une nouvelle génération. Un travail que Beverly voulait maintenant rejoindre. J'ai ouvert le journal en cuir que je tenais pour Elisa, qui avait considérablement grossi au cours de la dernière année. Sur une
Nouvelle page, j'ai écrit, aujourd'hui, ta mère a parlé de rédemption et d'héritage, d'apprendre de ses erreurs et d'évoluer au-delà d'elles. Ceci est peut-être la plus grande richesse que ton arrière-grand-père nous ait laissée. Non pas les ressources financières qui ont créé cette place et notre fondation, mais l'exemple d'une croissance tranquille, de la plantation de graines avec patience, de la valorisation de la substance plutôt que de l'apparence. Toi, douce Elisa, tu hériteras non seulement du nom Cooper, mais de cet héritage évolutif de considération, de résilience et d'authenticité. Et si le frère que tes parents envisagent rejoint notre famille, il portera le nom de ton arrière-grand-père vers une autre génération. Ce qui a commencé par le rejet. Ce douloureux toast de mariage où ta mère a dénoncé son héritage, s'est transformé en quelque chose que personne d'entre nous n'aurait pu imaginer. Une famille reconnectée non par obligation, mais par une compréhension et un respect sincère de l'héritage que nous partageons. Certains héritages se mesurent en dollars. D'autres, bien plus précieux, se mesurent en sagesse, en perspective. En courage de reconnaître ses erreurs et de les dépasser. Toi, Elizabeth Cooper Hamilton, tu es l'incarnation vivante de cet héritage plus précieux. Et te voir grandir en lui est la plus grande joie de ma deuxième vie inattendue.